Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Cette émission autour du 9e art où nous allons voir que, de par les thèmes abordés, mais aussi par les émotions qu'elles peuvent nous procurer, ces œuvres ne peuvent pas être cantonnées aux enfants. Et pour cela, chaque fois, à chaque émission, je reçois un invité. Et là, je reçois un invité tout spécial. Et hop, je vous fais apparaître, peut-être que vous ne le connaissez pas. Hello. C'est Tommy. Tommy que l'on retrouve dans de nombreux chats, qu'on retrouve également sur certains Discord sous le nom de Strider Tag, célèbre jeu vidéo de Capcom. Ouais. Et je peux même lancer l'anecdote, mais je te laisse... Ça m'intéresse. On va avoir une petite anecdote croustillante. Et donc, ça me fait très plaisir de te recevoir, même, Tommy, même si c'est vrai que tu as un peu forcé la main. C'est que souvent dans les émissions, je dis si vous avez besoin d'un invité, je suis là. Ouais. En fait, je suis toujours partant pour participer aux émissions. Voilà. Blague à part, ça me fait très plaisir de te recevoir parce que ça fait quand même, mine de rien, je crois qu'on s'était croisés, mais par chat interposé, effectivement, il y a très longtemps, parce que moi, je participais beaucoup à un moment donné sur le chat de Comic City. Je n'avais pas le même pseudo à l'époque, mais je participais. C'est vrai que ton nom revenait souvent. Et puis après, quand ils sont passés sur YouTube, c'est vrai que ton nom aussi revenait. On voyait régulièrement passer, avec toujours pas mal d'histoires sur les issues, etc. Et après, tu en fais aussi participer dans le Discord, où tu fais parfois des reviews de tes lectures en cours, des reviews sur les épiques qui vont sortir, notamment, où tu suis Near Condition. Pas mal de petits de partages que tu fais sur ces réseaux. Et en plus, comme tu l'as dit, tu n'habites pas en France métropolitaine. Donc, c'est aussi intéressant de voir tout ça, de connaître un petit peu ton histoire et de voir comment cette passion du comics t'est venue. Tout ça, j'ai hâte d'avoir un petit peu toutes ces révélations. Voilà. Vous saurez tout sur Tommy ce soir, ou presque. Invité spécial. Invité spécial. Ouais. Ça me fait très plaisir de t'avoir en tout cas. Et de voir un petit peu, en plus, contrairement à certains invités, là, tu nous proposes pour ta review quelque chose d'assez novateur, d'assez intéressant. Donc, je suis sûr que ça va être très intéressant. Mais avant tout, Tommy, d'où viens-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Pour prendre des questions dans le désordre, je suis au Brésil en ce moment. Je suis plus spécifiquement, je suis à Abaetetuba. C'est une petite ville qui est dans l'état du Pará, donc c'est à 160 km de Belém. En gros, je suis quasiment au nord du Brésil. Et je suis ici, ça va faire quasiment 3 ans. J'ai vécu 30 ans en Guyane française. J'ai fait toutes mes études là-bas. Alors pour savoir, moi, j'ai la double nationalité. Je suis né au Brésil et je suis allé, avec ma mère étant gamin, je suis allé en Guyane française. Donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, de la primaire jusqu'aux grandes études, en fait. Donc, je suis docteur, j'ai un doctorat que j'ai passé en 2016. Comment dire, j'ai un trou là. Donc, ça fait 30 ans que tu es là-bas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est quoi le décalage? C'est pas parce que là, actuellement, là, il est créé quasiment 21h heure française, mais je crois pas que ça soit exactement la même chose de ton côté. Tout à fait. Là, il est presque 17h ici au Brésil. Donc là, en ce moment, il y a un décalage de 4 heures. Donc c'est pour ça que quand il y a des émissions de Comic City, c'est là où je réagis le plus souvent en live, que les émissions se terminent à 1h du matin, minuit, 1h du matin, là, je leur dis, là, ici, on démarre la soirée, en fait. Donc là, Toi, quand ils terminent l'émission, c'est 21h. Voilà.
Donc pour poursuivre, ouais, ben moi je suis un peu une passerelle entre deux mondes parce qu'en fait j'ai connu beaucoup de choses en termes de pop culture ayant vécu au Brésil et beaucoup de choses en ayant vécu enfin l'aspect français quoi. Donc la perception de la pop culture elle est pas ça se rejoint mais il y a quelques particularités. Donc, par exemple, il y a pas mal de dessins animés qu'on connaît en France comme étant du dessin animé pour vendre du jouet, Mhm, genre Cosmo Cats et tous ses dérivés, enfin Jace et les Conquérants de la Lumière, pour en citer quelques-uns. Au Brésil, ça fait partie de la jeunesse d'énormément de gamins. Après, il y a beaucoup de dessins animés qui ont cartonné en France, genre Masque, Ulysse 31. Au Brésil, les enfants, ils n'ont pas connu Masque. Au Brésil, d'accord. Ulysse 31, c'est pas connu du tout. Alors que tu as des dessins animés, genre, alors je sais pas si en France c'est connu, le dessin animé de Donjons et Dragons, Oui. c'est culte en fait au Brésil. Et pareil, plein de dessins animés, Cosmo Cats, Musclor, ça a marqué une génération au Brésil et en France, on parle un petit peu Ah, moins. je sais pas, parce que en France, c'est quand même très présent, hein, je trouve. Après, bon, à voir, je sais pas. Mais alors, justement, là, cette culture un peu différente, comment ça a commencé par rapport à ton parcours de lecteur? Par quoi tu as commencé là-bas? Euh, Ouais. Alors là-bas, en fait, j'ai un peu picoré. Quand j'étais enfant, j'étais pas forcément lecteur assidu, parce que j'ai lu un peu par-ci par-là, j'entendais, je voyais des comics. Enfin, je sais que Rome, c'était très connu au Brésil. En d'accord, France, un petit peu moins, je crois, à l'époque, fin des années 80, début 90. Et alors, je sais que de souvenirs de gamin, l'un des comics que j'ai lu, c'était un numéro, enfin, j'ai su longtemps après que c'était un numéro de Spectacular Spider-Man, je crois que c'est vers le numéro 100, où des pages que je me souviens, c'était le caïd qui combattait la Chatte Noire et Spider-Man, mais en fait, c'était des gens qui étaient déguisés et le caïd, il s'entraînait. d'accord. Voilà, ça, c'était de souvenirs que j'avais en étant gamin. Après, quand j'ai commencé à habiter en Guyane, alors pareil, je gagnais un peu de temps à autre des spéciales stranges quand je passais en kiosque, je demandais ah, tu peux m'acheter un Spider-Man? Et je sais que mes premiers spéciales stranges que j'ai lus, en fait, c'était l'équivalent de Uncanny X-Men, la période Claremont et Jim Lee, où tu avais D'accord. Forge qui allait dans le tunnel des Morlocks et tu avais Grey avec ses tentacules, le Papy Claremont avec ses délires de l'époque. Et c'était aussi l'époque de Extinction Agenda. D'accord. Ça, Donc, c'était mes premiers souvenirs. ce qui est intéressant, c'est que il a fallu, voilà, ça peut paraître logique, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'en Guyane que tu avais les droits à ces éditions collectées, alors que Ouais. apparemment au Brésil, c'était des éditions plutôt type issue américain. Euh, Alors, même pas parce Même qu'en fait, pas. au Brésil, il y avait le système, enfin, ce qui s'appelle au Brésil le mix. En fait, c'est un peu l'équivalent des comics kiosques qu'on avait chez Panini ou Urban, genre les Marvel Icons, les DC Saga et ces choses-là, quoi. En fait, D'accord. jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Après, début des années 2000, tu as eu l'essor des TPB, des Mhm. éditions collectées. Et, D'accord. ouais, mais c'est vrai que c'est beaucoup du kiosque. C'est en voyant, on passe par le kiosque, ah, maman, tu peux m'acheter ça? Et voilà, c'était surtout comme ça. D'accord. Donc et alors au début donc tu as commencé par Spider-Man avec ce spectaculaire dont tu nous racontais, mais est-ce que c'est le personnage qui t'a tout de suite plu après quand tu as pu en acheter plus ou alors en fait la question je vais la reprendre, c'est est-ce que tu avais un approvisionnement un peu fixe de séries ou c'était vraiment au bonheur la chance, soit du Special Strange, soit du Nova, soit du ce qu'il y avait en fait. C'était, alors, à cette époque-là, c'était vraiment au petit bonheur la chance. D'accord. Parce que, pareil, enfin, alors, de souvenirs exacts des choses qui me sont passées entre les mains quand j'étais gamin. Alors, c'était ces numéros de Special Strange avec les X-Men période de Extinction Agenda. Il y avait le premier récit complet Marvel. Ouais, comme toi, hein, j'ai encore souvenir de ces trucs-là, hein. De Défi de Thanos.
Je crois que j'avais le Mhm. tout premier. La suite, j'ai pas eu, je les ai pas, j'ai pas pu, j'ai eu l'occasion de les acheter. Alors, je sais qu'il y avait eu sous la main un Spider-Man, puis un McFarlane, la série solo, où tu avais Spider-Man qui descendait dans les égouts et il allait combattre Morbius. Il avait son costume noir, c'est le costume en tissu, c'était plus le symbiote. Mhm. Et longtemps après, alors là, ça c'est un truc qui m'a marqué. J'avais acheté un spécial étrange de Spider-Man, c'était Maximum Clonage. Et dans Mhm. l'édition reliée, tu avais Maximum Clonage Alpha et Maximum Clonage Oméga. Et en fait, tu n'avais rien de ce qu'il y avait au milieu. Ouais. Et je sais que ça m'a frappé parce que dans la dernière page, tu avais, le communiqué de Semi qui disait Marvel en France, c'est fini. Et Mhm. il y avait un texte qui expliquait que, en fait, bon, j'ai compris longtemps après que Semi n'avait plus les droits. Et Ouais, c'était pas très clair hein, à l'époque, hein. C'était voilà, peut-être un peu beaucoup fait exprès. voilà. Et bon, après, pendant une longue période, j'ai pas eu accès au kiosque. Enfin, j'ai pas acheté. Et je sais que Semi commençait à publier miraculeusement du DC. Et après, tu avais la JLA de Morrison, tu avais la Wonder Woman de John Byrne, et etc. Mais j'ai pas tellement accès au kiosque. Et en Guyane, tu avais très peu de distribution de kiosques à partir de ce moment-là. D'accord. Et bon, après, j'ai su enfin, j'ai su des années après que Panini avait repris les droits de Marvel en France. Et en Guyane, on n'avait pratiquement pas de kiosque. Par du Image, par Spawn, je Mhm. crois Delcourt publiait Spawn aussi à un moment. Oui, tout à Et fait, ouais. euh, j'ai vraiment commencé à être lecteur 2004 ou 2005. Oui, tu avais le premier comic shop de Guyane qui avait ouvert, qui s'appelait la Casa Bulle. Bon, aujourd'hui, ils ont D'accord. changé de nom, hein. C'est un réseau de librairies qui s'appelle Lettres d'Amazonie. Et la Casabule, ils sont implantés un peu dans les Antilles, en fait. Et, enfin, D'accord. avant les dom-toms, là, de nos jours, c'est les drums, quoi. Ça a changé de nom. Et la Casabule, ils étaient spécialisés, enfin, comics, manga, BD franco-belge, et ils distribuent aussi beaucoup d'ouvrages scolaires. D'accord. Et à cette époque-là, alors ça, c'était, enfin, jusque-là, début des années 2000, il y avait pratiquement que du manga qui était vendu en Guyane, et encore, c'était dans des magasins qui vendaient du jeu vidéo, et Mhm. accessoirement, ils vendaient des figurines et du manga. D'accord. Mais je voyais un peu passer le manga, les éditions de J'ai lu, de Nicky Larson, Fly, de JoJo's et Ken, Ouais. c'était Ken le survivant. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser aux comics. Alors, j'imagine que la question va tomber. Euh, pourquoi quand j'ai vraiment commencé à être lecteur? Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, jusque-là, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, ben, jusqu'à aujourd'hui. Alors, un peu moins, c'est parce que la vie d'adulte, les responsabilités font que on a moins de temps pour jouer. Et à un moment, avec les occupations, enfin, les tâches ménagères, j'avais moins de temps pour rester posé et jouer. Parce qu'en gros, quand je joue, souvent, c'est du RPG et du jeu de baston. Et Mhm. le jeu de baston, il faut s'entraîner pour garder le niveau. Et le RPG, c'est des sessions au moins d'une demi-heure, une heure. Oui, facile. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, j'avais du mal à me poser et jouer et rester jouer. Et je me suis dit, bon, ben, tiens, c'est intéressant, je vais peut-être commencer à acheter du manga, me mettre à la lecture. Et de souvenir, le premier kiosque que j'ai lu et acheté, c'était un Marvel Mega. Et je crois que c'était un Marvel Mega, je sais pas si c'est un hors-série ou une édition normale. Il me semble que c'était le 24 ou 25, c'était un spécial What If, où la Mhm. couverture, c'était dessiné par Jim Chang et tu avais Serval, alors j'appelle Wolverine Serval, de Serval jusqu'à aujourd'hui, hein, pour montrer à quel point je suis vieux. Et pourtant, je fais mes 40 ans cette année, hein. Et tu avais Serval et Jean Grey en couverture, et l'accroche, c'était et si professeur Xavier Magneto avait fondé les X-Men. Et en fait, j'ai su longtemps après que c'était une série de one-shot qui faisait des hommages au What If. Et D'accord. l'un des spéciaux, c'était et si Xavier Magneto avait créé les X-Men. C'était dessiné par Tom Raimi. Je sais plus qui c'est qui écrivait, mais oui. Et D'accord. c'est dedans, dans ce fascicule, tu avais aussi
Et si, alors celui-là c'était Bendy, c'était dessiné par Michael Lark. C'était et si Daredevil avait tué le Caïd, Mhm. et ça faisait un what if sur c'était l'arc de Kevin Smith sur Sous l'aile du diable, le fameux Sous l'aile du diable qui est réimprimé X fois en France et devenu un mème. Ouais, Euh, et tu avais aussi, et si Jessica Jones avait rejoint les Vengeurs, ouais, je vois et bien. ouais, entre autres, ouais, bon. Et c'était ça mon premier fascicule. Après, c'était la D'accord, collectionnite et c'était l'époque où tu avais House of M qui sortait en mhm. France. D'accord, oui, ok. Alors, moi, j'ai une petite question parce que comme tu le disais, en fait, les mangas et les jeux vidéo étaient très liés. Tu jouais beaucoup aux jeux vidéo, Ouais. mais les mangas, alors, t'en as lu, t'en as pas lu? Est-ce que tu étais attiré ou pas? Parce que là, tu ne parles finalement que de Ouais. comics. Ouais. Euh, est-ce qu'il y avait des mangas à l'époque qui t'intéressaient ou ça t'est passé un peu au-dessus parce que Ah non, non, moi ça m'intéressait parce que j'étais bercé par les animés de Club Dorothée. Alors surtout Dragon Ball Z en milieu des années 90 quand j'étais au CM2. Et je me souviens que le premier épisode que j'avais vu, c'était celui où Son Goku se sacrifiait face à celle. Enfin, t'avais celle qui hmm, grossissait et ouais, qui voulait exploser la Terre. Et Son Goku se téléportait. Et je sais que moi, ça m'avait marqué. Je voyais le récap et tu avais la musique de récap et tu avais Son Goku qui disait adieu à tout le monde, qui se téléportait Excel et tu avais celle qui allait hmm, s'exploser. Et, c'était mon premier grand souvenir. À partir de là, j'ai commencé à voir Dragon Ball Z tous les mercredis. Et bon, et je sais qu'au Brésil, quelques années enfin, cette même période, tu avais la Chevalier de Zodiac qui débarquait et c'était devenu une fièvre au Brésil. Chevalier de Zodiac, ça a tout déchiré sur son passage, hein, parce que au Brésil, en termes d'animés, les gens connaissaient beaucoup des animés anciens, genre, je crois, Princesse Saphir, mhm, le Roi Léo. Il y avait, alors ça, je sais pas si c'est passé en France, mais il y avait un animé, c'est une coproduction franco-japonaise sur Le Petit Prince. ouais, Euh, mais ça, c'était les plus connus. Après, tu avais les coproductions anglo-japonaises, genre Cosmo Cats, Pole Position et ces autres dessins animés qui sont peut-être un peu plus connus en France. Mais avant Chevalier de Zodiac, le shonen n'était pas connu au Brésil. d'accord, Le Chevalier de Zodiac marque l'arrivée du shonen au Brésil. Dragon Ball, les gens connaissaient pas au Brésil. Dragon Ball, c'est arrivé après. d'accord, Et après, il y avait des publications spécialisées en kiosque qui parlaient d'animés qui sortaient, des OAV. Mais en gros, le renouveau du shonen au Brésil, c'était Chevalier de Zodiac. Chevalier de Zodiac, ça a tout déchiré sur son passage. d'accord. Ah, Et, après, je et, comprends. ouais. Et après, et avec l'arrivée enfin, avec le succès inattendu, parce qu'en fait, l'anecdote, c'était que pour l'arrivée de Chevalier de Zodiac au Brésil, c'est que il y avait le distributeur qui allait mettre sur le marché les figurines et ils essayaient de distribuer l'animé et aucune chaîne n'était intéressée en fait. Aucune grosse chaîne, même l'équivalent de TF1 au Brésil, ils n'étaient pas intéressés. Ils disaient, bon, on s'en fiche. Hmm, Et ils sont allés toquer aux portes d'une chaîne que jusque-là, ils n'étaient pas tellement connus. Et bon, pour ceux que ça parle, c'est la Raie du Manchette, mais bon, je crois qu'en France, personne ne saura de quoi je parle. Enfin, d'ailleurs, c'est une chaîne qui a cessé d'émettre début des années 2000. Enfin, ouais, fin 90, début des années 2000, parce qu'ils ont fait faillite. d'accord. Et, en fait, c'est un succès inattendu que ça a commencé à battre des records d'audience, que toutes les autres chaînes se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et après, bien sûr, ça fait couler de l'encre dans les médias parce que c'était violent. Hein, Hmm, t'avais genre les traînées de sang.
Shiryu qui s'ouvrait les veines pour faire couler le sang, pour faire renaître les armures, Ikki qui transperçait la poitrine de Yoga Ouais. pendant le combat, et j'en passais des meilleurs. Et ça fait couler beaucoup d'encre parce que c'est trop violent. Enfin, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a eu en France avec la chasse aux sorcières des animés et des mangas, Mm. où tu avais, entre autres, Ségolène Royal, où tu avais les gens qui faisaient la chasse aux japonaiseries. On a eu un peu ça au Brésil, dans une moindre mesure, où tu avais beaucoup de conservateurs. Enfin, parce qu'il faut savoir qu'au Brésil, l'Église, enfin, euh, je ne vais pas dire le parti, mais je veux dire l'Église a une place très prépondérante dans la société et ça dicte D'accord. beaucoup les mœurs. Et quand ils voient des dessins, des enfants qui regardent des dessins animés avec du sang qui coule, bon, ils sont allés, bon, je vais me Ouais, je permettre de veux dire dire. un gros mot, ils sont allés gueuler dans les médias, Ouais. dire ouais, mais regardez ce que vos enfants regardent, c'est des trucs violents, ça saigne de partout. Et après, en fait, le Brésil est un pays un peu contradictoire où d'un Ah côté, tu bah. as beaucoup des gens qui veulent dicter les mœurs et au Brésil, alors je vais pas parler de l'aspect violence parce que la violence, ça partout et malheureusement, c'est un peu un cliché de dire que par exemple, Rio, il n'y a que de la violence dans les favelas. Pour ça, c'est un phénomène de société. Je crois que je vais pas m'étaler dessus parce que ça, c'est un autre débat. Mais après, tu as un phénomène culturel qui est la samba, c'est le défilé à Rio de Janeiro, Le c'est carnaval, quelque ouais. chose de culture. Voilà, le carnaval, c'est ancré dans la culture au Brésil. Et bon, on voit beaucoup de femmes en petite tenue. Alors, certes, ça peut choquer pour quelqu'un qui connaît pas, mais ça fait partie de la culture au Brésil. On sait que les défilés avec des femmes en petite tenue, c'est un peu ancré dans la culture, en fait. C'est une manifestation de culture. C'est pas tellement perçu comme le côté sexuel, même si c'est très présent. Après, pareil, Hmm. c'est un aspect sur lequel je vais pas m'étendre. Et ouais, dans le Brésil, un pays contradictoire où tu as beaucoup de violence et en même temps, tu as des gens qui veulent dicter les bonnes mœurs. Donc, Ah, un peu, ouais, je pense que euh, c'est partout pareil, d'une certaine manière. Il y a toujours voilà. un petit peu cette contradiction. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, bref. Mais Voilà. donc ouais, les Chevaliers du Zodiac, un gros succès au Brésil. Voilà, ça fait un carton et les jouets se sont vendus comme des petits pains et pourtant les figurines ça coûtait une blinde au Brésil, hein. Le salaire à l'époque enfin, le SMIC au Brésil c'était à peu près 200 réals. Le réal c'est la monnaie du Brésil, c'est la monnaie qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et les figurines, ça coûtait une centaine de réals. Donc, c'était Ah oui, hors de portée d'une grande partie de la population au Brésil. Et t'as qu'une petite frange de la population qui pouvait un peu offrir ça aux enfants. Alors après, tu as eu des versions oui, fausses des figurines qui ont commencé à circuler, qui étaient vendues à moindre prix et qui ont fait... ça, t'as beaucoup de gamins qui ont eu accès. Bon, moi, pareil, entre autres, hein, ouais, les moi, versions. pareil, moi, j'étais d'une famille de classe moyenne, mais même on avait d'autres priorités que de mettre une blinde Ouais, dans ouais, une mettre un figurine. salaire dans une figurine, ouais. Ça, je peux Voilà. comprendre. Ouais. Et Ouais. après, les autres chaînes ont commencé à s'intéresser, à se dire, ah ouais, mais il n'y a pas des dessins animés du même genre. Après, on a commencé à voir, alors d'abord Dragon Ball, parce que Dragon Ball Z est arrivé après. Dragon Ball, Fly, après, il y a enfin, Pokémon qui est apparu. Euh, Après, des dessins, enfin, des shonen qu'on a connus en France. Et, alors, il y a Sailor Moon aussi, a été connu en France, au Ouais. Brésil, pardon. Sailor Moon a fait pas mal de succès au Brésil. Et après, tu as les dérivés, genre les Samouraïs de l'Éternel. Mhm. Ça fait fureur. Yu Yu Hakusho, que je crois on a connu un peu plus tard en France. Ah bah, Ça a beaucoup fait succès ouais, au Brésil. beaucoup plus tard en France, ouais. Euh, bon, après, voilà, tu as eu un engouement. Enfin, Pokémon qui a débarqué, qui a fait un immense succès au Brésil. Et Digimon. Enfin, après, voilà, la Ouais, vague de après. shonen a commencé à venir.
Après, D'accord. par exemple, il y a des choses qui ont beaucoup marché en France qu'on n'a pas connues au Brésil. Par exemple, Ken le Survivant, au Brésil, les gens, ils n'ont pas connu. On a connu Hokuto no Ken avec le manga, là, il y a quelques années. Pareil, D'accord. JoJo's Bizarre Adventure. La- la- euh, bon, on a eu de la chance qu'il y a eu le revival de JoJo's en 2012-2013 avec l'animé qui était Mhm. sorti mondialement. Et on a eu le droit au manga il y a pas mal d'années. Mais ouais, il y a des animés. Alors, Olive et Tom, on a connu au Brésil aussi, tiens. Mhm. Mais longtemps après. Mais bref, tu as des dessins animés qu'on a connus en France, mais on n'a pas connu tout de suite. Ça n'a pas tout de suite marché au Brésil. Bon, soit parce que les producteurs, enfin les distributeurs ne mettaient pas ça en avant, ou soit parce une méconnaissance distributeur, ou sinon avec l'avènement d'Internet, les fans ont commencé un peu à avoir accès à ces animés. Par contre, un truc qui a marché beaucoup au Brésil, alors peut-être un peu en France dans une moindre mesure, c'est les séries, les Metal Heroes. Par exemple, le Bioman D'accord, au oui. Brésil, on a énormément connu ça avec. En France, on a connu, enfin, il y a eu Flashman, mais c'est qu'en France, ce qui a marqué, c'était surtout Bioman, après les Bioman 2, Bioman 3. Mais au Brésil, on a connu Flashman, on a connu Changeman, Maskman. Alors, il y a un que je trouve qu'on n'a pas, ça n'a pas tellement été connu en France, mais Jaspion. Au Japon, Mhm. c'est Juspion. Mais Jaspion, on a beaucoup connu ça au Brésil. Ah, j'ai appris d'ailleurs Metal Bear. que le robot qui est ici, là, c'est Jaspion. Ouais, c'est Daileon, c'est le robot de Jaspion. Tout à fait. Alors, Jaspion, c'est une pierre angulaire au Brésil, hein. C'est un truc qui a bidé au Japon, mais au Brésil, tu as une immense fanbase de Jaspion, hein. Même moi, j'ai été bercé à base de Jaspion aussi quand j'étais gamin. Et D'accord. après, tu as des Metal Heroes. Ce qu'on appelle les Metal Heroes, c'est le justicier tout seul qui combat une organisation et qui a accès à une armure, genre Winspector. Winspector, ça a pas mal marché au Brésil. D'accord. On a eu la suite, c'était c'est Soulbrain. Je crois Soulbrain, ça n'a jamais passé en France, mais Soulbrain, qui est un peu la suite de Winspector, en fait, c'était une trilogie. En fait, c'est Winspector, Soulbrain et Exidraft. Exidraft, c'est pas passé au Brésil, mais ouais, les Winspector et Soulbrain, oui, ça on a connu au Brésil. Euh, Quoi d'autre? Les Kamen Rider Black et Kamen Rider Black RX, ça on a connu au Brésil. En France, je crois qu'on a connu Masked Rider, qui était la version Saban Ouais, un de petit peu, Kamen un tout petit Rider peu. Black. Un tout petit peu. Power Rangers, bien. Ouais. Et alors, bah, ma question, c'est que, est-ce que toi, t'en as acheté des mangas ou pas du tout? T'as été bercé par les animés et du coup, pas forcément l'envie de franchir Alors, le pas les version mangas, papier? si les mangas, en fait, au moment où j'ai commencé à collectionner les comics, au moment où la Casa Bulle a ouvert, c'était aussi l'époque où j'étais à la fac et je vais pas cacher qu'une partie de ma bourse d'étudiant passait dans les geekeries, quoi, dans les D'accord. mangas et les comics. Mais à tout dire, enfin, c'est surtout les mangas qui étaient accessibles. Alors, pour ma première série que j'ai collectée, c'était Chevalier de Zodiac, hein. C'était le Chevalier de Zodiac sorti chez Kana. Et à l'époque, la collection était complétée déjà, hein. Je crois que c'était à l'époque où j'achetais, c'était, je crois, sa 10e impression, en fait, hein, Chevalier de Zodiac. D'accord. Et ouais, c'était surtout Chevalier de Zodiac que j'ai acheté. Puis après, Yu Yu Hakusho. Mais j'ai pu voir passer, par exemple, en Guyane, les Dragon Ball en petits fascicules, en fait. C'est Mhm. distribué en kiosque. Enfin, c'est les demi-tomes, en fait. Et Ouais. bon, je voyais des copains acheter, et puis je lisais, emprunté, en fait, je les rempruntais. Mais ouais, mais du manga, j'ai eu l'occasion d'en acheter D'accord. après. Et dans cette fameuse Casabule, tu disais qu'il y avait de la BD aussi. Est-ce que t'as lu aussi un peu de BD? Est-ce que c'est un univers qui t'a parlé ou ça devenait Alors, compliqué?
D'acheter tout. Ouais, non, de la BD, j'en achetais pas parce qu'en fait, la BD, je lisais surtout au CDI au collège et D'accord. au CDI au lycée, quoi. Mais non, ça m'intéressait pas trop. Alors, pour te dire, je suis très peu lecteur de franco-belge, hein. Je voyais passer, il y a quelques séries qui se. Ouais, le franco-belge, c'est très joli à voir, hein, c'est agréable à voir, mais très peu de séries qui m'ont tapé à l'œil. Alors, j'avais accès, alors, peut-être pour les vieux parmi nous ont connu ça, les parents avaient des versions avec les tomes avec qui regroupaient plusieurs éditions. C'était en cuir, en fait, en cuir marron. C'était les éditions en cuir marron, où tu avais du Lucky Luke, Astérix, Ouais. Isnowood. Alors, je sais pas, alors, je sais pas le nom de ces collections, mais c'est des vieux trucs qui étaient sortis dans les années 80, parce que mon beau-père, il avait des collections de ça. Il avait le Astérix, Lucky Luke, euh, il avait du Isnowood, et je sais que Astérix, j'aimais Ok. beaucoup. Lucky Luke un peu moins. Enfin, en fait, Lucky Luke, ça m'enchante pas trop. Isnowood un peu. Achille Talon, Mm. j'aimais pas mal. Et alors, alors ça, c'était un truc à pas mettre entre les mains d'un gamin. Mais j'ai feuilleté des trucs genre Lausière. C'était des trucs où tu avais beaucoup de nudité dedans. Ouais. Et Très bien, ouais. je, je voyais ça. Alors, étant gamin, je disais, oh, les gens, ils sont tout nus. Mais après, voilà, je fais un peu une confession, quoi. Mais ah oui, il y a des trucs aussi, genre, alors ça, c'était peut-être un peu pour les gamins, c'était des rubriques à braque de Gottlieb. Ouais. Ça, mon beau-père, il avait aussi des intégrales toujours dans cette collection cuir marron. Alors, j'ai pas le nom de la collection, là, ça Ouais, m'échappe au cœur marron, totalement, je sais mais pas. Parce que moi, je vois bien les Rombaldi, mais c'est plutôt du bleu. Mais peut-être, ouais, je ferai mes recherches pour voir. ouais. Bah, je sais que sur la tronche, pour les Lucky Luke, tu avais un Lucky Luke en doré sur fond noir et tu avais des petites balles, en fait, des balles de pistolet qui indiquaient le nombre de tomes. En fait, le tome 1, tu avais une balle, le tome 2, tu avais D'accord. de l'intégrale, tu avais deux balles. Et pour Astérix, c'était, je crois, c'est des étoiles et ainsi de suite, quoi. Ok. Bon. Mais en tout Donc, cas, donc, ouais, le ouais. monde du franco-belge, alors à part les grands classiques, je sais qu'il y a ça en feuilletant au CDI du lycée. J'ai beaucoup aimé, c'est Largo Winch. Alors, Mhm. Largo Winch, ça c'est que tu kiffes énormément. Euh, et en fait, ouais, je crois que c'est le seul, parce qu'après, tu avais d'autres séries en deux ou trois tomes, mais moi, je voyais ça passer, je feuilletais, mais ça n'avait pas trop marqué. Mais je sais que Largo Winch, ça, c'est la série Ah, ça qui t'avait m'a marqué. marqué en franco-belge. Ok, ok. Et donc bah, tout ça au fur et à mesure, tu as complété ta collection, Ouais. etc. Parce que maintenant, j'imagine que tu as une belle collection. Je vois souvent passer comment dire, des épiques, etc. Alors, je sais pas si tu les achètes ou si tu les lis Ouais. juste, mais si Alors, tu t'es mis non, à là. parce que justement, quand le Epic Collection a débarqué, c'est l'époque où je lisais en numérique. D'accord. Alors, j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure, mais je suis lecteur de numérique depuis fin 2012, en fait. Très tôt, j'ai franchi le pas parce que Euh, il fut une époque où je travaillais et j'habitais encore chez mes parents, donc mon salaire passait dans mes loisirs, quasiment intégralement. Alors, pas intégralement parce que je mettais de l'argent de côté, j'avais un peu de jugeote quand même, mais je mettais pas mal d'argent dans la VO et j'achetais énormément. Et en fait, j'achetais beaucoup plus que j'avais le temps de lire, quoi. Donc ça Ah, s'empilait et j'avais plus de place dans la chambre. Et je, je m'intéressais un peu à ce qui sortait. Et je me disais, oh là là, je voyais dans les TPB, il y avait des séries longues comme Green Lantern de Geoff Jones, et Les Vengeurs de Bendis, c'était des tomes et des tomes. J'ai dit, bon, mais j'ai plus de place, comment je vais faire? Et pour moi, le numérique, c'était le meilleur compromis parce que je pouvais acheter et ça prendrait pas de place. Et j'ai vite franchi le pas et quand l'Epic Collection a débarqué, ben voilà, en fait, j'étais déjà lecteur de numérique et mes Epic, en fait, je les ai en format numérique, d'accord, ouais, bah, exclusivement. ok. Mais j'ai quand même eu l'occasion alors ça, je vais peut-être le montrer à l'image,
d'avoir sous la main. L'ancêtre d'Epic, c'est les Essentials. Hmm. Ah, c'était en noir et Pour ceux blanc, qui ouais. ne savent pas, c'est des bouquins qui ont la taille. Alors aujourd'hui, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est qu'un annuaire, mais ça fait l'épaisseur d'un annuaire et c'est intégralement en noir et blanc, en fait, les Essentials. Et alors, si tu me donnes une petite seconde, je vais prendre l'équivalent du chez DC. L'équivalent de chez DC, c'est les Showcase Presents. Et pareil, c'est l'épaisseur d'un annuaire et c'est tout en noir et blanc. Et encore là, j'ai l'avantage, alors celui-là, c'est le Batman de Neil Adams et Dennis O'Neil. Donc Mhm. moi, alors, si je peux trouver une page dessinée par Neil Adams, alors par exemple, là, je peux avoir la saga de Ra's al Ghul dessinée par Neil Adams Mhm. et je vais pas me farcir la recolorisation de Neil Adams parce qu'en fait, toutes les Ah, rééditions du Batman de Neil Adams aujourd'hui, c'est un choix de Neil Adams himself, hein. hmm. C'est lui qui a voulu retoucher son dessin et en fait, c'est une colorisation numérique qui est pas du goût de tout le monde et qui change énormément en fait avec la colorisation de l'époque et même en fait, il a retouché un peu le dessin aussi. Donc, D'accord. Mhm. certaines planches qui ont été retouchées. D'accord. Ah, après, bon, c'est son choix, mais c'est vrai que tu perds un petit peu d'authenticité du coup. Voilà. Ouais. Mais Alors, alors, j'en avant, profite. Alors, vas-y, vas-y. ouais, juste pour faire l'anecdote, en fait, le pont entre les jeux vidéo et moi, en fait, bon, moi, je m'appelle Tommy dans la vie de tous les jours, hein. Donc, quand vous voyez, ceux qui me voient sur YouTube dans les lives, dans le chat, avoir passé Tommy El Barello, sur Discord, je suis Strider Tag. Alors, pourquoi Strider Tag? Parce que Tag, en fait, c'est mes initiales, c'est Tommy El Barello et Gustave, mon deuxième prénom. Et Strider, D'accord. parce qu'en fait, je suis un très, très, très grand fan de Strider Hiryu, qui est un personnage de Capcom. Et moi, ça m'avait marqué quand il était revenu dans Marvel vs Capcom de 1998. Je voyais le personnage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le ninja qui a une tenue un peu bleu-violette et qui a un masque rouge, enfin, un foulard rouge, et il a une épée qui fait zwing, zwing, zwing. Voilà, c'est un peu Ah, caractéristique. Je sais, c'est rigolo la face de l'imitation que j'ai fait. Et quand j'ai vu ce personnage, j'ai dit, je sais pas moi, ça m'a marqué tout de suite et c'était un peu l'amour au premier regard. Et c'est pour ça que je suis Strider Tag sur Internet. d'accord. Ah, sympa. Sympa, sympa comme anecdote. Et alors, Tommy, dans tout ce parcours, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un, un proche, un ami t'a dit, eh, Tommy, là, vraiment, t'es Mickey, t'es pas un peu trop vieux pour lire tout ça maintenant? Eh ben, si, j'ai eu droit. Alors, pas forcément les parents, mais c'était en 2006. C'était l'époque où j'avais fini mon année de licence. Alors, pour en donner un peu de contexte, à l'époque, la réforme LMD pour l'enseignement supérieur, enfin, il y a eu une réforme où jusque-là, dans l'enseignement supérieur, dans les sections générales, aujourd'hui, c'est la licence première, deuxième année et troisième année de licence. À l'époque, la première et deuxième année, c'était le DUG, le diplôme de l'enseignement universitaire général, et la troisième année, c'était la licence. La quatrième année, c'était la maîtrise. Aujourd'hui, donc la licence, ça s'appelle licence et ça se partage en 3 années. Et il n'y a plus la maîtrise et c'est le master qui se fait en 2 ans. Euh, donc moi, j'avais fini la licence et je regardais pour mon orientation pour voir si je poursuivais en master ou pas. Et j'avais acheté, alors je ne sais pas si c'était sorti à l'époque, j'avais acheté dans un bac à Casablanca pour le réciter. C'était en promo. Il faisait un déstockage des fascicules enfin, des Panini de Ultimate. Et il y avait le Ultimate Fantastic Four où j'avais acheté. À l'époque, c'était le Ultimate Fantastic Four où tu avais le run de Mark Millar, où tu avais l'apparition de Marvel Zombies. Hmm. Et en même temps, à cette époque, il y avait le House of M qui sortait. Et j'avais acheté quelques tie-in, hein. Donc, alors, c'était un Marvel Icon, je crois que c'était hors série ou un Marvel Icon normal, où tu avais la mini-série euh, Fantastic Four House of M, où tu avais Fatalis, Ouais. qui faisait son équipe des 4 Fantastiques. Et
Donc, j'avais acheté ça chez Casabule et je revenais pour feuilleter ça au lycée, enfin au campus. Et mon collègue de classe qui me disait, mais oh, Tommy, t'es encore allé acheter ces trucs de gamin, là? Bon, voilà, je pense que c'était pas le déclic. Moi, je m'en tapais, en fait. Moi, j'étais collectionneur et la vie des autres, moi, je m'en fichais. Mais ouais, c'est la première fois que j'ai eu droit à la remarque. D'accord. Ouais. Mais bon. Donc, voilà. Hein. Et pourtant, il était à un haut niveau d'études, comme quoi, hein, ça veut rien dire. Et ouais, tout à fait. Ouais. Mais non, 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 en tout cas, ouais, c'est sûr que ça nous apporte plein de choses, la lecture. Et d'ailleurs, tu vas nous parler d'une lecture qui te tenait particulièrement à cœur. Ouais, Hop, je vais le présenter. Il s'agit tout à du fait. run de Flash. Alors, il faut que tu nous en dises un peu plus, parce que moi, je suis vraiment pas un Ouais. connaisseur de Flash. Donc, n'hésite Alors, pas. ouais, alors, ce run, en fait, c'est la période écrite par William Messner, William Messner Loebs et pratiquement 95% des épisodes sont dessinés par Greg LaRocque. Alors, à cette époque, alors le numéro que je vous présente là, c'est le numéro 15 parce que le run de Messner Loebs, il démarre au numéro 15. Mais à cette époque, c'était quelques années après Crisis on Infinite Earths. Bon, là, vous voyez sur la couverture, Wally West et le Flash. Alors, c'est une couverture un peu marquante, c'est une couverture de George Perez où tu as Flash qui frappe un civil. Et alors, pour donner un peu de contexte, à cette époque, il y a eu un gros événement chez DC qui s'appelait Crisis on Infinite Earths où tu avais un reboot de l'univers DC. À peu près ce que les plus jeunes ont connu. Ah, c'est que je vais souvent faire le contraste entre les plus jeunes et les plus vieux. Moi, je suis un vieux. J'ai mes cheveux blancs, hein, ça se voit pas trop. Non, ça va. Bref, et ce qu'on a connu des années après avec le New 52 et l'arrivée d'Urban en France. Et à l'issue de Crisis on Infinite Earths, le, le personnage de Flash, c'est Wally West. Wally West, jusque-là, c'était Kid Flash. Kid Flash faisait partie des Titans. Et les Titans, en gros, c'est l'équipe des sidekicks des grands héros. En gros, tu Ouais. avais la Ligue de Justice, c'est bon, c'est Batman, Flash, Superman, Wonder Man, etc. Et les Titans, c'était Robin, Kid Flash, Wonder Girl, Aqualad, et etc. Et à cette époque-là, euh, bon, c'est pas vraiment un spoiler, mais à l'issue de Crisis on Infinite Earths, le deuxième Flash, qui était Barry Allen, ben, il se sacrifie. Et à la fin, Wally West, qui était Kid Flash, il décide de prendre le relais, de devenir Flash. Et à l'issue des premiers numéros, alors du 1 au 14, c'était un autre scénariste, c'était Mike Baron, qui était le scénariste, et le dessinateur, c'était Jackson Weiss. Alors Jackson Weiss dans un style un peu différent tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que Jackson Weiss à l'époque, il était ancré par Larry Malstead. Larry Malstead, c'était l'encreur de, de la Légion des super-héros à l'époque. Alors, D'accord. la Légion des super-héros, qui était une équipe qui est pas très connue en France d'ailleurs, malheureusement. Et hélas, DC ne la met plus trop en avant. Suite au bid, parce que je sais que je vais diverger beaucoup, hein. Euh, la Légion des super-héros est une équipe qui était très maltraitée à l'issue de New 52, comme les Teen Titans. Et hélas, alors j'ai pas encore lu le run de Bendis, mais Bendis aussi, il a pas fait énormément il n'a pas À, redoré le à- blason à de ce la qui Légion des paraît, super-héros c'est auprès du peut-être une public. des meilleures choses qu'il a fait chez DC. En tout cas, moi, c'est les échos que j'ai eus, donc je sais pas. Je ne sais que dire. Je l'ai pas lu non plus, hein. Je vais pas. Voilà. Donc, ouais, et quand William Messner Loebs il devient le scénariste de la série Flash, la série, elle a je crois, elle a 1 an.
Là, c'est le numéro 15, un numéro sort tous les mois. Et pour donner un peu pour resituer, à cette époque, Flash, euh, il était un peu, Wally West était un coureur de jupons. Et D'accord. à l'issue du premier numéro de la nouvelle série, Flash, il est devenu riche. En fait, il, il faisait un peu il monnayait un peu ses services et il était très intéressé par l'argent. Alors, il parlait beaucoup d'argent et de femmes. Et D'accord. à l'issue d'un des travaux qu'il fait, il s'arrête et il se dit, bon, ben, je vais m'arrêter dans le kiosque, je vais acheter une tablette de chocolat et tiens, je vais jouer au loto. Et alors, faut savoir que le Wally West, à l'issue de Chris Infinite Earths, il n'était pas aussi puissant que Barry Allen, c'est-à-dire que euh, enfin, ce que Mark Waid va développer, parce que le run le plus connu de Flash, c'est celui par Mark Waid qu'on a connu via Urban il y a quelques années avec le Flash Chronicles. Donc, Mark Waid, c'est le principal scénariste de Flash pendant les années 90. Et à l'époque, Wally West, pour courir vite, en fait, son métabolisme est accéléré. En fait, il avait besoin de consommer beaucoup de nourriture. D'accord. C'est un D'où peu la barre de chocolat. voilà. C'est un peu ce qu'on a connu dans la série télévisée de Flash des années 90, où le personnage, alors je crois dans la série c'était Barry Allen, mais il avait quelques caractéristiques de Wally Peut-être. West, hein, D'accord. et en fait, le Wally West, il fait consommer énormément de nourriture pour que son métabolisme il puisse, puisse tenir la route. Donc, à l'issue du premier numéro de la série régulière Flash, qui a été rebooté au numéro 1, donc il joue au loto et en fait, il apprend bah, qu'il a gagné le pactole. D'accord. Et à l'issue des 14 numéros, donc Wally West est un coureur de jupons, enfin, il s'intéresse beaucoup aux femmes, il courtise beaucoup et il gère beaucoup d'argent, son argent. Et arrivé à la fin de la période McBaron, donc au numéro 14, ben en fait, Wally découvre qu'en fait, il a perdu sa fortune. Parce que c'est sa mère qui a géré son argent, qui a fait des mauvais placements et les entreprises où l'argent était placé, enfin l'argent était investi en bourse, ben, je crois que les entreprises ont coulé et Flash il a perdu son argent. Ok. Et Wally West démarre un peu ce run en étant fauché. Et en fait, ça va être D'accord. le pitch en fait des premiers numéros de cette époque-là, c'est que Wally West il est fauché et en plus, alors, c'est une décision qui a pas trop de sens, mais Mike Baron il a décidé de faire de Vandal Savage. Alors pour ceux qui savent pas, Vandal Savage c'est un immortel en fait, c'est un immortel en quelque sorte parce que alors, c'est un homme des cavernes. Alors, ça, c'est une chronologie un peu alambiquée, hein. C'est un homme des cavernes qui est exposé à la radiation d'une comète ou d'une étoile naine qui s'est écrasée sur Terre. Et la radiation l'a rendu quasiment immortel. Et en fait, au cours au cours de- des siècles et des millénaires qu'il a vécu, il a amassé énormément de connaissances. Et en fait, il a développé des clones pour qu'en fait, à chaque fois qu'il est blessé mortellement, il puisse se faire transplanter et en fait, en quelque sorte, ne pas vraiment mourir. Même si, Hmm. en gros, il peut être blessé, mais il ne meurt pas de vieillage, en fait, D'accord. d'âge avancé. Bon, alors, ceux qui connaissent me corrigent parce que peut-être il y a une ou deux coquilles dans ce que j'ai dit. Ouais, moi, Mais, je te crois à 100%. Je connais et, pas trop ce personnage, mais en tout cas, ce que tu en as dit, ça correspond à peu près à l'idée que je m'en faisais. Donc, Et en fait, c'est le Flash, il faut savoir que jusqu'à Crisis Infinite Earths, même jusqu'à aujourd'hui, Flash, les principaux rivaux de Flash, c'est ce qu'on appelle les Rogues. En fait, c'est la galerie de vilains où tu as Captain Cold, le maître de la météo, non, ouais, le maître de la météo, la toupie, le flûtiste.
qui est encore le maître des miroirs. Bon, en fait, il faisait une galerie qui était très soudée en fait et qui s'associait pour combattre Flash. Et D'accord. dans les premiers numéros qu'on voit, c'est pas la galerie des vilains, mais c'est Vandal Savage, faisait pas trop de sens. Donc, Mike Baron décide de faire de Vandal Savage le Némésis de Flash pendant ses premiers numéros. Et D'accord. à la fin du run de Mike Baron, au numéro 14, euh, euh, Vandal Savage avait développé une drogue synthétique qui s'appelait, alors j'ai pas le nom en français parce que je crois que c'est pas sorti en France, ou alors c'est Aridit Artimap. Il faut dire que ces numéros-là, dans les années 80, DC, c'était très, très mal publié en France, hein. Donc, Hmm. c'était au compte-gouttes dans quelques séries. Et donc, Vandal Savage avait développé une drogue synthétique qui s'appelait, alors, en VO, ça s'appelle Velocity 9, enfin Velocity 9. Et en fait, ça Mhm. rend les gens très rapides, mais en fait, leur métabolisme, il se consomme très vite. Donc, en gros, D'accord. enfin, les utilisateurs deviennent très vite accros. Enfin, les junkies sont obligés de s'injecter régulièrement cette drogue parce que sinon, en fait, l'organisme se détériore vite. En gros, D'accord. le corps se consomme lui-même. Enfin, il y a la peau Ouais, qui devient. il s'autoconsume, quoi. Voilà, voilà, le corps s'autoconsume. Il injecte Flash, enfin, il piège Wally West et il lui injecte une dose de Velocity 9, de Velocity 9. Et Flash fait un peu son pouvoir est court-circuité quelques temps. Donc, pareil, les premiers numéros de William Messner-Loebs, Flash, enfin, Wally n'a pas accès à ses pouvoirs. Et tu as D'accord. des junkies qui se baladent un peu partout, euh, dans- qui se sont injectés à base de Velocity 9. Et le premier numéro de William Messner-Loebs, alors je vais montrer l'édition numérique parce que comme c'est jamais sorti en France, alors pas encore, Urban, si tu nous écoutes, François Hercouet, la première page, c'est assez sinistre parce qu'en fait, alors je ne sais pas si on voit ici, Ouais, on voit tu bien. as une femme, alors je ne sais pas si, ah bah voilà, faut que je mette le zoom. Il y a une charmante demoiselle, alors je sais qu'il y a pas mal de reflets, ah je crois qu'on voit Ouais. mieux ici. T'as une charmante demoiselle qui s'est injectée de la drogue et tu as les boîtes les captions, enfin le récapitulatif, où il Hmm. montre que en fait elle a claqué toute sa fortune dans la drogue et en fait il lui en a plus, il lui en reste plus et elle a D'accord. injecté sa dernière dose et en fait, alors je sais pas si on voit, il y a le gros plan à la fin, les cases en Ouais. bas, où elle va s'écraser contre un mur en fait, elle se tue en s'écrasant contre D'accord. un mur. Et le comics qui démarre la première page comme ça, c'est assez macabre. Alors, c'est vrai que le ton du flash de Mike Baron qui venait juste avant, il était assez sombre en fait. Et Hmm. c'était un peu plus sérieux. Et au fur et à mesure, William Messner-Loebs, il va un peu, enfin, il y a un passage de relais, enfin, la transition, elle se fait pas trop sentir en fait, parce que Messner-Loebs, il va un peu jongler avec les éléments que Mike Baron avait introduits et au fur et à mesure, il va mettre sa sauce, quoi, D'accord. euh, dans le run. Et Hmm. Ouais, à l'époque, ils étaient pas, les auteurs étaient pas ah bah ce qu'a fait la personne avant, je m'en fous, voilà, on met ça sous le tapis et exact. puis moi je commence à faire mon propre truc. Voilà, tout à fait. La transition, elle se fait en douceur. Et au fur et à mesure, William Messner-Loebs va faire en sorte que Wally il reprenne ses pouvoirs. Alors, c'est un peu comme alors, c'est un peu l'exemple qu'on a eu avec Iceberg, enfin Iceman à la fin de House of M, où Hmm. supposément il avait perdu ses pouvoirs, mais en fait c'était Ouais. un facteur psychologique. Et Wally, au début du run de Messner Lobbs, va au fur et à mesure prendre conscience en fait que enfin, c'est un facteur psychologique et en fait il y a un élément qui est introduit où euh, Wally il a un blocage émotionnel. En D'accord. fait, un élément qui va revenir pas mal, c'est que Wally, il a un peu ce qu'on appelle le syndrome d'imposteur. Hmm. C'est-à-dire que très souvent, il se dit qu'il n'est pas à la hauteur de Barry Allen, qui voyait, enfin, c'était un peu son mentor, en fait, c'était un peu son idole. Et
au fur et à mesure, en fait, ça, Wally va aller faire quelques séances chez le psy où il va prendre conscience que, en fait, il doit accepter, en fait, il doit faire l'effort de franchir cette barrière, D'accord. de s'accepter, en fait, d'accepter que maintenant il est le Flash et que il est tout à fait capable. Hmm. Alors, il y a quelques éléments qui sont un peu flous. Par exemple, au début, on pense que c'est l'injection de drogue qui a court-circuité, de Velocity 9 qui a Hmm. court-circuité les pouvoirs de Wally West. Mais après, peu de temps après, tu as les tie-in de Invasion qui était l'event en cours chez DC. Ou d'ailleurs, le tie-in de Flash, il était très drôle parce que Flash, il va aller aider la résistance à Cuba qui est menée par Fidel Castro. Donc, on voit, alors, je vais essayer de trouver j'ai téléchargé le numéro, donc je vais essayer de le montrer, où tu as Flash qui va aider à l'effort de guerre à Cuba. Et tu as, Fidel Castro qui fait un banquet en l'honneur de Flash. Alors, si tu me D'accord. donnes juste une petite Ouais, ouais. seconde. Bah, c'est ouais, tant Alors, mieux. et, et à la fin, alors, je vais faire un. Bon, c'est pas vraiment un spoiler aussi, mais à la fin de. Alors, je sais pas si on le voit. Alors, je vais juste montrer sur l'écran. Alors, je suis désolé pour le Ah oui, reflet, mais ici, on si le on voit voit ici, bien, c'est ouais. Fidel Ouais, Castro. ouais, ouais, on le voit. Voilà. Donc, c'est Fidel Castro pour remercier Flash, fait un peu une fête en son honneur. Alors, je vais montrer à D'accord. nouveau. Hop, je te remets en grand. Donc, voilà. Ah oui, Donc, voilà. Viva Wally. Donc, en fait, Fidel ouais. Castro fait un peu une fête en l'honneur de Flash pour le remercier pour avoir aidé dans l'effort de guerre. Je me demande quel Et, était comment dire, le courrier des lecteurs suite à ce numéro. Je serais curieux voilà. de savoir. Bonne question. Et, pareil, c'est pas vraiment un spoiler, mais à la fin de Invasion, tu as les. Alors, pour donner le pitch, Invasion, tu as toutes les races d'aliens qui décident de s'unir pour envahir la Terre. Un peu comme chez Marvel, tu as eu Acts of Vengeance où tous les vilains décident de s'unir et d'interchanger le héros qu'ils combattaient. Ben là, dans Invasion, tu as toutes les races aliens qui décident de s'unir et d'envahir la Terre. Donc, quasiment toutes les séries de l'époque étaient impactées et dans chaque série, tu avais un héros qui combattait une race en particulier. Par exemple, Ah, dans le Animal Man de Morrison, hein, oui, tu disais, excuse-moi. ouais, ouais, je me demande s'ils n'ont pas sorti quelques épisodes dans les Batman Chronicles, tu vois. Alors, je crois dans Euh, Batman Chronicle, oui. Dans le Animal Man de Morrison, tu as un tie-in de Invasion où tu as en fait l'Animal Man qui combat une guerrière qui vient de Tanagar, qui vient en fait, c'est la race de Hawkman. hmm, Euh, et dans Flash, il doit faire face à un envahisseur qui vient de Durlan. En fait, les Durlaniens, c'est les caméléons. Enfin, c'est le caméléon boy de la Légion des super-héros. En fait, c'est un d'accord. Durlanien. En gros, les Durlaniens, ils peuvent changer d'apparence. Ok. C'est les Voilà. Skrulls, quoi. Voilà, en gros, c'est les Skrulls de Hmm, chez DC. Et à la fin de l'invasion, les aliens, ils décident de faire exploser ce qu'on appelle alors, je crois que c'est la méga bombe en fait, et ça a eu pour effet un peu ça a affecté pas mal de super-héros. Alors, tu as des personnes qui ont gagné des pouvoirs, tu as des super-héros qui ont eu leur pouvoir court-circuité, et ainsi de suite. d'accord. Donc, on ne sait pas à la fin de l'invasion si Flash aussi, il passe une période où il n'a pas ses pouvoirs. Dû à Et ça, ok. alors voilà, et on ne sait pas si c'est lié à ça. Mais alors, peu de temps après, il regagne ses pouvoirs et là, il n'y a plus ce problème de perte de pouvoir. Je crois que c'est le Flash numéro 23. Je vais essayer de retrouver le numéro ici. Je crois que je l'ai D'accord. téléchargé de mon côté. Et, Ok. mais l'aspect qui m'a marqué, surtout parce que euh, Flash, enfin, Wally West, il a pas mal de temps vécu un peu dans la rue, vu qu'il a Hmm, perdu sa fortune au début à la fin du run de McBaron, au début du run de Messner-Loebs, et il déménage dans une petite bourgade et
un cast secondaire qui est construit. Et tu as, par exemple, ses voisins qui viennent l'aider. Voilà, tu as un cast secondaire qui est construit. Et tu as un vilain qui est régénéré, c'est le flûtiste, qui, en Mhm. fait, il aide les sans-abri. Et pendant les aventures, Flash s'est dit, bon, je j'ai pas un rond et j'ai besoin d'acheter. Bon, je vais me rendre à la soupe populaire. Et en fait, la personne qui organisait cette soupe populaire, c'était le flûtiste, qui en fait c'était quelqu'un qui était né dans une famille riche et en fait il s'est lassé de tout ça, il a décidé d'aider les sans-abri. Et pareil, le D'accord. flûtiste devient un membre enfin devient un grand allié de Wally West. Et il y a quelque chose qui est assez remarquable aussi, c'est que vu que j'aborde le flûtiste, c'est la galerie des vilains. Euh, Il y a un numéro, alors je vais montrer à l'image. Alors, j'organise le numéro ici, je télécharge. Hop là, voilà. Alors, c'est le flash numéro 19. Alors, je vais le montrer à l'écran. Et en fait, la galerie des vilains, en fait, ils décident de faire une fête parce que Barry Allen est mort à la suite de Crisis on Infinite Earths. Et en fait, Mhm. leur principal némésis, c'était Barry Allen. Et vu que Barry Allen est mort, ils décident de faire une fête et de tous de boire un coup ensemble. Et en fait, l'un des membres de la Galerie des Vilains, qui est le farceur, il se dit, Mhm. tiens, je vais faire une farce, je vais inviter Wally West. Et Wally West se dit, bon, ben, ah tiens, j'ai reçu une invitation, ben, je vais participer. En fait, ce numéro-là, il est très drôle parce que les vilains, en fait, ils se disent, ah, ben, en fait, nous, notre grief, c'était avec Barry Allen, c'était pas avec toi, Wally. Donc, bon, écoute, on est copains, hein. Voilà, en fait, c'est très porté sur l'humour. Donc, il y a un peu un parallèle entre voilà, le début du, du, du run de Messner Lobbs, enfin, entre le Wally tel qu'il est au début du run de Messner Lobbs et William Messner Lobbs aussi. Parce qu'il faut savoir que William Messner Lobbs, alors c'est peut-être un nom qui ne parle pas du tout aux lecteurs aujourd'hui. C'est un auteur qui est très longtemps, il a vécu en tant que sans-abri. D'accord. Et il a souvent eu des galères d'argent parce que le coût de la vie, enfin, la vie coûte très cher aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Et il a eu une déformation. En fait, il a qu'un bras. William Messner Lobbs, il a qu'un seul bras, en fait. Donc, il écrit D'accord. d'un seul bras. Et il a eu des galères d'argent. Et très souvent, il y a eu des collectifs de scénaristes et de dessinateurs qui ont fait le Super Héros Initiative qui a fait une collecte de fonds pour qu'ils puissent subvenir à ses besoins. D'accord. Hein. Et l'un des aspects qui fait revenir, aussi bien dans son run sur Flash que son run sur Wonder Woman, une partie de son run sur Wonder Woman, il a assuré juste après George Perez, où pendant un temps, Wonder Woman va vivre dans une bourgade, elle va travailler dans un Taco Bell D'accord. aux États-Unis. Bon. Voilà. Bon, pour ça, bon, ça fait peut-être rien, mais il y a une période avant Crisis on Infinite Earths où Wonder Woman, elle a abdiqué de ses pouvoirs et elle a combattu en tant qu'agent secret des États-Unis en faisant du kung-fu. Elle avait un maître qui s'appelait I Mhm. Ching, en fait. Voilà. Ça, c'était les Ouais. années 60-70, quoi. Mais ouais, donc finalement, dans ce run, beaucoup, tu parlais tout à l'heure du flûtiste qui montre qu'il œuvre pour la charité, qui devient finalement, Ouais, il a fait preuve de rédemption, puisqu'il devient l'allié de Flash. Puis même finalement, ses ennemis qui ne sont pas vraiment un, avec cet épisode tout à fait. humoristique. Donc finalement, pas mal de rédemption et de thèmes plutôt sociaux et je Ouais, dirais presque optimistes dans ce run, malgré le début un peu dur. ouais, ouais. Et pour finir le lien, justement, moi, un des thèmes, bon, j'en avais parlé tout à l'heure, un des thèmes qui est développé par William Messner Lobbs dans son run, c'est aussi l'aspect psychologique de Wally par rapport à son acceptation pour devenir Flash. Et tout au long du run, Wally va aller se consulter chez le psy
pour traiter Mm. ce syndrome d'imposteur. Et en fait, la boucle sera bouclée en fait quand Mark Waid va commencer son run quelques années après. Il y a un arc au début du run de Mark Waid qui s'appelait Le Retour de Barry Allen. Mm. Et Wally West va être choqué de découvrir que Barry Allen est revenu, mais euh, spoiler ou pas, de toute façon, c'est sorti dans les Flash Chronicles, je crois 92 ou 93, sorti de chez Urban. Et à la fin, en fait, après avoir confronté cet imposteur, parce que c'est en fait c'est un imposteur, c'est pas vraiment Barry Allen, mais j'en dis pas plus. Euh, Wally, il s'accepte en fait, il s'accepte en tant que Flash. Et c'est un peu le parallèle avec moi. Alors, je vais un peu étaler ma vie en fait. C'est parce que moi, après ma thèse de doctorat, j'ai eu du mal à accepter mes compétences en fait. Mm. J'avais ma thèse, mais je me voyais pas en fait avec le niveau. Oui, J'avais je du vois ce que mal tu veux à dire. Ouais. ouais, j'avais mal à accepter, être en capacité d'intégrer le monde du travail. Et j'ai pas mal de temps souffert de ce syndrome d'imposteur. Et très vite, j'ai fait le lien en fait avec ce run de cet aspect psychologique du run de Messner Lobbs et moi un peu ma vie. Bon, ça va mieux depuis, hein, je m'accepte mieux depuis, mais pendant un moment, j'ai un peu souffert de ça. Et D'accord. il y a un Donc, numéro qui est très, très marquant, en fait. Alors, je crois que c'est pas dans le run, mais c'est un annual où tu as, lors d'une des visites chez le psy, en fait, à la fin, tu as le poème de Rudyard Kipling qui s'appelle Si, enfin If en anglais. mm. Et à la fin, ça se termine par si tu arrives à. Alors, j'ai pas le terme, j'ai pas l'exact, la phrase exacte, mais c'est si tu arrives à absorber tout ça, tu seras un homme, mon fils. Voilà, ça se termine comme ça, en fait, Mm. le poème. Et ça, tu as le poème enfin, qui est écrit sur une page et où tu as Wally qui est assis un peu dépité et en contre-jour et à la fin d'une séance chez le psy. D'accord. Voilà, voilà, et c'est ça qui m'a le plus particulièrement marqué dans ce run. Donc, dans un run qui a particulièrement résonné chez toi Ouais, en tout cas, moi, ce que je note, c'est que on voit souvent, quoi, souvent, on voit quelquefois des psys dans les comics, mais c'est rarement le héros. C'est plutôt comment dire, je pense notamment à Harry Osborn qui va revoir son psychiatre ou à d'autres personnages, mais rarement le héros. Là, c'est aussi, alors je sais pas si c'est la première fois, mais c'est aussi un tournant dans l'écriture de dire que les héros ont aussi des failles, ouais. qu'on peut les aider et qu'ils ont un chemin aussi à parcourir pour être finalement la personne qui sont censés être. Ouais. Et par rapport aux visites de Wally chez le psy, alors pour ceux qui liront éventuellement le run, par les moyens Que vous voulez, j'appréhende voilà, on n'est pas utiles, censé les savoir, voilà, voilà. débrouillez-vous comme. Et pour ceux qui liront un run le jour, ceux qui écouteront, qui reverront ce live le jour où Urban ou un autre éditeur aura publié le Messenger Loves en France, tout au long du run, quand Wally va voir le psy, on a l'impression que le psy se fout un peu de la gueule de Wally en fait. Et pour ceux qui ne savent pas, une consultation chez le psychologue, c'est quelque chose qui se fait progressivement. En fait, le psy, il n'est pas là pour donner les réponses ou dire forcément des choses qui vous plaisent. En fait, il est là pour que le patient, il décèle, enfin, il puisse affronter ses démons, pour dire les choses un peu comme elles sont, et pour que le patient puisse un peu accepter sa condition et traiter sa condition, mais c'est progressif, c'est pas au bout de la première séance chez le psy que le patient va dire ah ben je suis guéri, je suis traité. C'est progressif et en fait on a l'impression que le psy dans la série de Flash, il est un peu moqueur vis-à-vis de Wally, mais c'est vrai que c'est traité un peu comme ça, mais ça a pas mal de liens en fait avec comment c'est dans la réalité, hein.
Hmm. De toute manière, oui, effectivement, le psychiatre ou psychanalyste ou psychothérapeute ne sont pas là pour donner, pour comment dire, pour d'un coup de baguette magique, solutionner. Ils donnent des clés pour que la personne solutionne elle-même son problème. Et c'est vrai que c'est quelque chose de par les films ou par les autres choses, on a tendance à très caricaturer finalement ce travail de psychothérapie qui est avant tout un travail sur le long terme. Voilà. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Euh, alors moi, ce que j'ai noté, c'est que j'ai pas vu beaucoup de couvertures, quoi. J'ai pas fait, mais je trouve que les couvertures à Ouais, chaque fois sont très marquantes dans ce run. On a vu la ouais. première tout à l'heure, le 15. Là, je crois que c'est peut-être le 16. Mais je trouve qu'elles sont toujours assez punchy, Ouais. et tu as montré celle tout à l'heure avec la réunion des vilains. On voit bien à chaque fois le style qui évolue aussi dans un style très sombre au début vers peut-être quelque chose de plus coloré vers la fin. Ouais, ça devient au fur et à mesure, ça devient optimiste. Et étant donné que Flash, c'est un personnage qui a un lien avec la vitesse, tu as beaucoup cette impression de vitesse et de mouvement dans les couvertures. J'essaierai j'en mettrai d'autres pour que vous puissiez voir, du coup, Ouais. au montage. Un Alors, petit texte au montage. peut-être juste pour boucler, ouais, éventuellement, parce que j'imagine que là, je vais te passer le relais, mais il y a beaucoup d'éléments. Alors, je sais que le run le plus connu sur Flash, c'est celui de Mark Waid, mais beaucoup d'éléments qui sont utilisés par Waid, en fait, ont été introduits par William Messner-Loebs. En l'occurrence, euh, le cast secondaire, alors c'est que de tout le cast secondaire du run de William Messner-Loebs, Mark Waid, il va garder que celle qui devient son épouse, en fait, Linda Park, qui apparaît, en fait, pendant le run de William Messner-Loebs. D'accord. Et le flûtiste, en fait, c'est le flûtiste et Linda Park, c'est les seules personnes qui vont revenir lors du run de Mark Waid. D'accord. Finalement, le reste, il va introduire d'autres personnages en cast Ouais. Alors, par exemple, juste pour montrer, alors je vais montrer ici, ça c'est la après. couverture de Flash 31. Mhm. Là, ici sur la couverture, celle qu'on voit, c'est Linda Park, D'accord. ce qui deviendra l'épouse de Wally par la suite. Et alors, ouais, hop, hop, hop. Par exemple, au début, je vais montrer sur l'image, les, il apparaît l'officier en tant que journaliste. En fait, les premiers contacts entre et les Flash ne seront pas des plus amis. Parce qu'en fait, il cherche un scoop et Mhm. Wally, il la trouve un peu trop invasive. Mais au fur et à mesure, ils vont se lier d'amitié. D'accord. Ok. Ah, c'était. Bon, en tout cas, un run que toi tu conseilles. Alors effectivement, je crois qu'il n'est pas sorti. Tu m'as dit que peut-être une partie était sortie en français, mais pas tout n'est sorti. Après avoir maintenant, on est en droit, on mettre en mode purement optimiste avec les annonces que nous a fait Urban sur les paperbacks et peut-être des parties inédites. Voilà. Ça fait quoi? Entre 15 et 62, c'est ça? C'est terminé à l'épisode 62. Ouais, c'est Donc ça- 61. Ouais, 61. En France, enfin en France, chez Urban, dans le tout premier Flash Chronicles, chez le 1992, tu as la toute fin du run de William Messner-Loebs. En fait, ça commence en 58. Et ouais, tu as le tout dernier numéro et Mark Waid commence avec le 62 dans un arc en fait, enfin, toute personne qui n'ayant jamais lu Flash peut commencer par le run de Mark Waid, en fait. Hmm, Les trois quatre premiers numéros de Mark Waid, c'est un peu un Wally West année 1, où en fait, on voit comment Wally est devenu Kid Flash. d'accord. Et par la suite, comment il devient Flash. Ok. En tout cas, voilà, ça fait de 61 à 15, ça fait combien? Ça fait 46, 46 épisodes. Ouais, ouais, quelque chose comme ça, tout à fait. 46 épisodes, voilà, deux paperbacks. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est jouable. C'est jouable. Tout à fait. Mais à voir effectivement. C'est vrai que ce Flash, c'est un personnage moi, j'étais bien tenté pour acheter le Chronicle, mais c'est vrai que le prix,
m'avait fait un petit peu freiner, voilà, parler de vitesse. C'est vrai que à 40 € pour une découverte, je trouvais ça un peu cher, connaissant pas du tout le personnage, malgré les bons échos, malgré tout ça, malgré le rédactionnel aussi. Donc bon, après avoir, si d'occasion je le trouve, mais c'est vrai que si tu dis que ça permet à n'importe quel lecteur ne connaissant pas Flash de bien le commencer, puis après, éventuellement de remonter sur ce run de Messner-Lops qui donne des origines aussi. Ok. Mais justement, de ça, j'en parlerai après hein, de ma collection qui est un Frankenstein, parce que là, ce que je vous ai montré sur la tablette, c'est les éditions numériques que j'achète via Comixology en VO. Hein. Euh, mais ma collection, c'est du Frankenstein, parce que là, je vous ai montré un vieux Showcase Presents en noir et blanc, la ligne n'existe plus. Euh, bon, j'ai des TPB aussi en VO. Hein. Par exemple, ça, c'est le Thunderbolts classique. C'est ce qui Mmh. sort, ce qui est sorti en intégrale chez Panini. Mais alors, juste Même en omnibus, une je petite crois. minute. En omnibus, il me Ouais. semble. Après, j'ai des collections qui sont en portugais. Hein. Alors ça, je crois que c'est quelque Ah, chose. Je sais pas si c'est sorti. Alors oui, je crois que c'est sorti chez par Delcourt en France. Ça, c'est Suprême. Et ouais, Suprême, ouais. c'est en portugais. Hein. Donc, j'ai des éditions en anglais, en français, en portugais. Ah, Euh, pareil, bon, moi, j'ai un omnibus aussi. J'ai quelques omnibus. Ça, c'est le Iron Man de premier run de Michelini et Layton. et, Et il y avait un jeune, un tout jeune Romita Junior. Je crois que ouais, c'est l'un de ses premiers dessins, l'un de ses premiers travaux. ouais, dans les années Et 80. alors, j'ai encore d'autres trucs aussi en portugais. Alors, juste une petite seconde. Alors là, ce que j'ai, c'est un TPB de Jonah X. C'est sorti chez Ouais, Panini à l'époque en Marvel Monster. Mais voilà, c'est toute petite TPB, c'est 148 pages. Hein, c'est les 6 premiers numéros de d'accord, la série de Jimmy Palmiotti et Justin Gray, dessiné par Luke Ross. d'accord. Ok, ok. En tout cas, merci Voilà, pour cette review et tous ces petits bonus là. Alors moi, je vais parler d'un titre. Alors, on va aller chez la maison d'en face. Et moi, j'ai parlé de Ah! Captain America et particulièrement d'un épisode qui est le 270. Alors pourquoi cet épisode alors qui est scénarisé par J.M. de Mathéis et dessiné par Mike Zeck, qui est sorti. Alors là, par contre, la date, je suis pas trop sûr. Je vois qu'il y a écrit juin sur la cover. En tout cas, c'est en 1982 que c'est sorti. Je crois que c'est peut-être sorti un petit peu avant. En tout cas, peut-être juin 82 sur la cover. Euh, et en fait, c'est un épisode qui est intéressant à plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'à l'époque, Captain America, ça fait en gros un peu moins de 20 ans qu'il est revenu, qu'il est revenu tout court. Euh, et surtout, à l'époque, il n'y avait pas, ça faisait pas 80 ans qu'il était resté dans l'iceberg. Ça faisait à peine 20 ans. Et il y avait donc encore des personnes qui le connaissaient de sa vie d'avant, en fait. Alors que maintenant, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça s'est fait dans le run d'Ultimate où il pouvait voir de vieux amis, mais qui étaient âgés de 80 ans et plus. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, à l'époque, globalement, il côtoyait des personnes qu'il avait connues et qui avaient 20 ans de plus. Et dans cet épisode, il va y avoir un personnage que je vais montrer juste après, qui s'appelle Arnie Roth. En fait, Arnie Roth, c'était le meilleur copain de Steve quand il était jeune. C'était vraiment son meilleur ami, celui qui parfois même le protégeait en cas de coup dur. Quand il y avait de la bagarre, c'est lui qui le protégeait. Ils étaient très proches. Il était dans une famille qui avait pris d'amitié Steve à la mort de son père, puis après à la mort de sa mère, parce que Steve a perdu ses deux parents. Et puis, ces deux amis s'étaient séparés avec la guerre. Et puis, là, en fait, Arnie il dit qu'il n'était pas sûr, mais qu'il a vu Steve et il voulait lui demander si c'était vraiment lui. Et de facto, il devine son secret, il devine qu'il est Captain America.
Et il dit à Steve qu'il a besoin de lui, il a besoin de Captain America parce que on a enlevé son colocataire. Et en fait, dans le dialogue que je vous ai mis sur la petite planche, sur les trois petites cases là à droite, on voit qu'Arnie dit qu'il a jamais été marié, que malgré ses frasques d'antan, il n'a jamais été marié, mais qu'il vit depuis une dizaine d'années en colocation avec un certain, avec son meilleur ami qui s'appelle Michael. Et en fait, on devine par le sous-texte. Et à l'époque, j'ai trouvé quoi? À l'époque, aujourd'hui, ça paraît presque anodin et heureusement. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez fort de sous-tendre par les dialogues et la situation qu'en fait, Arnie était un homosexuel qui vivait en couple depuis une dizaine d'années. Et ça prouve bien que c'est très subtil parce que je pense que quand on lit ça enfant, on ne voit pas trop les subtilités, mais quand on les lit adulte, ça saute clairement aux yeux. Et les comics, ils parlaient aussi de ça. Et pour éviter la censure du Comics Code, on ne dit jamais qu'ils sont en relation, on dit qu'ils sont en colocation, mais voilà, mais on comprend très vite le sous-texte. Et je trouvais ça très intéressant de voir que ces histoires qui sont sorties il y a presque 43 ans maintenant, mine de rien, sont toujours d'actualité. Elles sont toujours vraies et ça ne date pas d'hier. Et surtout de voir aussi comment les mœurs heureusement ont changé, parce qu'à l'époque, le comics aurait pu être interdit en fait. Si toute une notion d'homosexualité avait été évoquée de manière explicite. Et donc, c'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué parce que quand je les avais lus à l'époque, il y a quelques années, je m'étais fait pas tout le run, mais bon, allez, on va dire que j'avais lu 350 épisodes de Captain America. Et quand je les avais lus, j'avais été frappé par ce personnage qui, d'une part, connaît Steve, d'autre part, a besoin de lui parce qu'il sait qu'il est Captain America et qu'il vit cette relation homosexuelle. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que Steve, à aucun moment, il va le juger. Au contraire, en fait, il va y avoir. Alors, je ne vais pas trop en révéler parce que Arnie va revenir plusieurs fois dans les épisodes qui suivent, jusqu'à un épisode, le 279, tragique. Je vous rappelle rien de ce qui va se passer. Mais surtout, il va surtout dire à Steve, à un moment donné, parce que Steve qui à l'époque a je trouve une belle relation avec Bernie, qui aurait dû d'ailleurs peut-être perdurer un peu plus, mais bon, ça, c'est comme ça. C'est comme ça, mais et en fait, Steve est un petit peu en mode, je vais dire les choses un peu crûment, en mode pleureuse. Ouais, je mets mes proches en danger, j'ai vraiment pas de chance, etc. Et Arnie lui dit, pas dans ces termes, mais lui dit de fermer sa grande bouche, quoi. Qu'en fait, il a aucune raison de se plaindre et que voilà, il a au contraire tout ce qu'il peut rêver et qu'il faut qu'il en profite. Donc le personnage, il fait passer plusieurs discours à Steve, et à la fin du run, parce que je crois que J.M. de Mathéis, il s'en va après l'épisode 300, qui avait été modifié par Marvel, ça lui avait pas trop plu. Je sais pas si c'est le 300, 301, mais ouais, c'est dans ces eaux-là. Et en fait, juste avant, il fait réintervenir le personnage d'Arnie dans une scène assez tragique, là aussi, décidément. Et là, Steve, il lui dit les choses clairement. Il lui dit que voilà, sa relation avec Michael est la même que celle qu'il a eue avec Bernie, et que rien ne peut casser leur amour, etc. Donc, on voit aussi cette acceptation de Steve à l'époque. Steve qui a toujours. On dit toujours que Steve est peut-être un petit peu trop conservateur, ce qui est pas faux. Hein. Il est né dans les années 20. Il a certains concepts qui sont un peu vieux jeu, mais il est toujours empreint d'une certaine empathie et aussi d'une tolérance envers les personnes.
Et c'est ça qui est vraiment beau avec ce personnage. Et c'est pour ça que, alors, par contre, ces épisodes dont je vous parle ne sont pas encore sortis en français, puisque l'intégrale, alors ils sont peut-être sortis dans les Strange, mais ils ne sont pas ressortis chez Panini, parce que l'intégrale qui est sortie là s'arrête au 269. Donc dans la prochaine intégrale, vous aurez ces épisodes très marquants. Voilà, en tout cas pour moi. Et je trouvais que le discours est d'autant plus important, surtout aujourd'hui, quand on voit tout ce qui peut se passer, et que penser que le Captain America d'il y a 40 ans est presque plus woke que l'image qu'on te donne aujourd'hui de l'Amérique, c'est un peu fou. Mais ouais, non, c'est un épisode que j'ai trouvé, plusieurs épisodes que j'ai trouvé très intéressants, qui ont bien marqué ma lecture. Je sais pas si tu les as lus, toi, Tony. A priori, oui, je te voyais hocher la tête. Oh oui, parce que le run des Mathéis, je l'ai lu pareil au format numérique. J'ai lu en intégralité et je l'ai lu à une période où Marvel ne l'avait pas réimprimé. Alors Mm. aujourd'hui, c'est ressorti en Epic Collection. Du temps où je l'ai lu, Marvel n'avait sorti que la toute fin, c'était le combat contre Crâne Rouge en fait, Crâne rouge, ouais. et ça se terminait sur le 301. Et moi, le run de Dematteis, c'est un run que je trouve qui est sous-estimé et que j'apprécie énormément. Alors, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça bénéficie d'un peu d'une belle remise. Enfin, le run de Dematteis bénéficie d'une remise en avant du personnage de Captain America, parce que juste avant, tu avais un run très court, mais très sympa Oui. de Roger Stern et John Byrne. Mm. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Roger Stern, il avait fait intervenir, enfin, il avait fait en sorte que Steve Rogers ait une vie sociale, parce que Mm. jusque-là, Steve Rogers n'avait pas de vie sociale, et là, Non, Steve, il déménage dans un immeuble où il croise sa voisine qui s'appelle Bernie, qui va devenir sa petite amie, ça a ses voisins avec qui il va se lier d'amitié. Alors, il y a des scènes un peu cocasses où je crois Bernie va chez lui et puis il lui dit: «Ah, mais c'est quoi tous ces disques? T'écoutes que des trucs de papy?» En fait, c'est ouais. du jazz des années 60. Et, et Et ouais, t'as, ouais, là, début. il y a Ouais, toute une belle relation avec Bernie, effectivement, qui est voilà, une femme, effectivement, tu as raison, elle est intervenue dans le run précédent, mais qui est très indépendante, qui est très sûre d'elle, tout à qui, fait. qui détonne un petit peu je dis pas que, comment dire, que les autres femmes étaient moins intéressantes, mais euh, elle est pas, c'est pas une militaire, elle est dans la vie civile, et comme tu le dis, en fait, là, Steve, il est confronté au réel, d'une certaine manière, parce que, Ouais. Et voilà. Et ça, elle détonnait de la femme en détresse parce mm, elle prenait beaucoup les devants. Et tout comme le run de Flash que je viens de mentionner, pareil, entre le Roger Stern et JMD Mathéis, la transition, elle se fait en douceur. Et ce que j'apprécie beaucoup, en fait, dans le run de Mathéis, c'est que là, on a un Captain America qui est confronté, en fait, à la réalité des années 80. mm, Et des Mathéis, il traite plusieurs aspects en fait dans son run. Alors, tu as l'aspect social où tu as Steve Rogers qui est confronté à la réalité des années 80. Je crois qu'il y a un numéro où il est confronté à un personnage qui s'appelle le Everyman, qui incarne en fait le justicier actuel mm, oui. qui combat avec les méthodes modernes, enfin modernes dans les années 80, Mm. euh, qui ne résout pas forcément les choses par la diplomatie, mais un peu par la force. Tu as l'aspect un peu horreur où dans ces épisodes avec Arnie, il y a c'est Ah, un, il y a tout un aspect effectivement un peu manipulation, monstre, voilà, un peu science-fiction. Et, euh, ouais. et vers la fin, avec Crâne Rouge, il y a tout cet aspect effectivement aussi hyper manipulation malsaine qui est mis en place. Voilà. Et voilà, t'as un peu Steve qui un peu par moment questionne un peu sa place dans le monde moderne, enfin, le monde moderne des années 80. Et Mm, moi j'ai trouvé, enfin, cet épisode que tu as cité, moi je l'ai trouvé très émouvant, parce qu'en plus son titre c'est en anglais Someone Who Cares. mm, C'est quelqu'un
quelqu'un qui s'attache, en fait, c'est quelqu'un qui fait attention, qui fait attention. Et moi, je l'ai trouvé vachement émouvant, en fait, parce que c'est le récit de Harry qui s'ouvre à Steve et Steve qui l'accepte, qui ne le juge pas. Et bon, moi, j'ai énormément apprécié. C'est un run que j'aime beaucoup, hein, des Maté. J'ai pas encore lu ce qui vient après, le run de Greenwald, hein, mais pour un run que j'ai connu, donc dont je m'y attendais pas beaucoup, parce que je le connaissais pas, moi, il m'a beaucoup marqué. Et un autre aspect qui est très intéressant, enfin, qui se démarque dans le run de Dematteis, c'est le dessin de Mike Zeck. Parce que Mike Zeck, il dessine un Captain America imposant. Le gars, c'est une armoire Oui, ambulante, quoi. oui, Déjà, John Byrne dessinait Steve Rogers avec une musculature imposante. Mike Zeck, il double la mise. Alors, c'est dommage qu'il ne reste pas jusqu'au bout, hein, parce que je croyais pendant à la moitié du run, c'est Paul Nery qui commence à dessiner. c'est Et Paul possible, je ne me souviens Nery, plus. ouais, et Paul Nery, c'était l'encreur, à cette époque, c'est l'encreur de Alan Davis. Et on ne le voyait pas D'accord. beaucoup, en fait, dessiner, enfin, passer au dessin principal. Alors, c'est vrai que c'est dommage que Mike Zeck reste pas jusqu'au bout. Alors, aussi parce que Mike Zeck, il était pris par d'autres projets. Je pense notamment à G.I. Joe, parce qu'il dessinait G.I. Joe, le comic G.I. Joe, et aussi Secret Wars, le fameux Secret Wars qui aura usé Mike Zeck. Ouais. Et, Je crois d'ailleurs qu'après, et il a c'était arrêté. Hein, ouais, quasiment après, pratiquement. Il parce a, que je ouais, crois il avait dit dans une interview que justement, bah, c'était tellement réédité, etc., que bon, bah, il avait presque plus besoin de travailler grâce à ce travail qu'il avait toutefois complètement, complètement usé. ouais, ouais, c'était très éprouvant pour Mike Zeck, l'expérience de dessiner Secret Wars. Et après, ouais, il a fait quelques numéros par-ci par-là de Batman, la série, le mensuel Deathstroke chez DC à la fin des années 80. Et ouais, c'est entre les rééditions de Secret Wars et aussi les royalties qui touchent grâce aux comics G.I. Joe et surtout les couvertures, enfin les commissions qu'il fait jusqu'au jour, enfin jusqu'à aujourd'hui, ouais, il vit assez confortablement dans la mesure où il n'a pas besoin de devoir dessiner pour survivre. Hmm. Ah, je Mais souhaite ouais. que tous les dessinateurs soient dans cette même tendance, parce que c'est quand même un métier compliqué, hein, mine de rien. Mais Mais en tout cas, le run de Dematteis, c'est un run sur Captain America, c'est un run que je conseille vivement. oui, Lisez-le. oui, oui. Et là, il vient de sortir en France, que la première partie, donc il faut pas hésiter. Effectivement, il faut le lire. En plus, il y a vraiment plein de thèmes, parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout le pendant avec Sam Wilson, qui est développé aussi Ouais. pendant cette partie-là. Et là, dans ces épisodes, il va y avoir tout sa relation avec le côté Snap, d'où ça vient, etc. Et non, il y a vraiment de très bonnes choses. Il me semble que c'est des backups, en fait, c'est Oui, dans... Je sais pas si c'est ce qui est sorti en intégral, parce que moi j'ai lu les éditions simples, et ça sortait en backup dans les éditions simples, où tu avais quelques pages qui étaient consacrées à Sam Wilson c'est ça. Alors moi, pendant je plusieurs les ai lus numéros. en numérique, donc il y avait le backup, effectivement. J'espère que dans la version intégrale, quoi, dans l'intégrale, il y a ça aussi, parce que c'est quand même assez important pour les deux personnages, donc ça serait vraiment dommage que ça n'y soit pas. Tout à fait. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, hein, malheureusement. Ouais. Mais bon, ça m'étonne parce que ça n'y soit pas, mais bon, il faudra que je contrôle quand même. Mais bon. En tout cas, ces épisodes, effectivement, je plus sois complètement. De toute façon, à partir de Roger Stern, je crois que quoi, vraiment, Cap est dans une très bonne période. Pour moi, graphiquement et scénaristiquement, c'est quand même très très bon. Ah, c'est que les retours que j'ai eu du run de Mark Greenwald, c'est que ça a duré trop longtemps, en fait. Alors, il y a du très bon, hein, pendant la période de Mark Greenwald. Tu avais, par exemple, l'époque où tu avais l'arc du Captain, en fait, où Ouais, ouais, Steve Rogers il décide d'abandonner le costume et devient le Captain avec l'uniforme noir que mm, plus tard, c'est le US Agent qui va l'endosser. Tu avais
l'arc de C'est lui qui avait fait l'arc du poison, là où il est empoisonné aussi. voilà, celui-là, voilà, c'est l'arc ouais, Streets of Poison en Ouais, anglais. c'est ça. Merci, je cherchais, je cherchais à me souvenir. Il y avait le tie-in de Acts of Vengeance où tu as Magneto qui va se confronter à Ah, Crâne Rouille aussi, c'était ah, pas dans le run un excellent de Mark épisode. Greenwald. Ah, celui la petite, la Ah, juste vengeance, j'avais vraiment apprécié. J'avais trouvé ça vraiment bien. Mais ouais, non, ouais, après, c'est comme tout, dans chaque run, il y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que si les personnages ont vécu aussi longtemps, c'est bien qu'ils avaient quelque chose. ouais, Et aussi des valeurs ou des thèmes qui dépassent leur personnage. Et ouais, c'est ça ouais. qui est aussi fort. Or, pour donner un avant-goût à ceux qui seraient intéressés pour le run de Mark Greenwald, à la fin, par exemple, tu as Cap Wolf, en fait, tu as Captain America qui se fait transformer en loup, Mm. et puis tu as Cable et Serval enfin, Wolverine, désolé les habitudes de vieux, on la vie dure. Wolverine qui fait une apparition, parce que quand on parle de loup, ben, faut faire intervenir Wolverine, hein, qui, qui a des griffes et qui est féral. Tu as aussi les derniers numéros, c'est l'arc en anglais, c'est Fighting Chance, où en fait tu as le sérum de super soldat qui commence à dégénérer le corps de Captain America. Donc, il doit porter une armure. Donc, c'est Oui, la période de Captain America qui porte une armure. Et tu as l'apparition de deux sidekicks. Enfin, bref, voilà. Le règne, il se termine en demi-teinte. Mais et après, tu après, as Mark Waid qui arrive. Mais bon, ouais, ça, c'est c'est ça. une autre histoire. Ouais, après, c'est Mark Waid qui arrive. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, là, sur ces épisodes, on est d'accord. Ils sont très très bons. Faut pas hésiter à les lire. Et celui-là même se lit. Alors, il y a une suite, hein, comme je disais, jusqu'au 279. Mais cet épisode peut se lire de manière individuelle, sans Ouais. problème. Si vous avez rien lu avant et si vous n'avez pas envie de lire ce qu'il y a après, vous pouvez le lire simplement et c'est presque un récit complet. C'est ça aussi qui est la force de ces épisodes à l'époque, c'est vraiment que tu peux le piocher, tu peux le lire et apprécier tout autant ta lecture. Ce qui est moins facile aujourd'hui, je trouve. C'est sûr. Mais bon. Bah, on a fait le tour, on a fait nos deux revues. En tout cas, Ouais. Tommy, c'était très chouette. Ouais. Merci d'avoir partagé à la fois ton parcours et cette review là de Flash de Merci. Mr. Lops et de Greg Larocque. C'était très chouette. Est-ce que, alors, donc effectivement, on a dit que tu traînais sur pas mal de lives dans le chat, etc. On peut donc te retrouver sur le Discord de Comic City et Oui. sur les lives de Comic City aussi et Ouais, sur les j'interviens lives, assez souvent en coulisses. Ouais. voilà. Et même, voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé, parce que je crois que la dernière fois, tu avais fait une review sur un run d'Iron Man dans le Discord. Donc, si vous êtes intéressé comme ça par des runs un petit peu atypiques, ou en tout cas qui sont pas forcément très d'actualité, je veux dire, dans le sens où on n'en parle pas souvent aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord et à regarder Ouais. les petites reviews de notre ami Tommy, parce qu'elles sont Ah, toujours très et si, intéressantes. et si vous voulez m'écouter parler anglais, j'avais Ah, fait une participation. Alors, on a parlé au début de ce live des Epic Collection ouais. et d'une chaîne, enfin, de deux chaînes de Near Mint et le Epic Marvel Podcast. Alors, moi, j'ai participé dans ce podcast, le Epic Marvel Podcast, et en gros, alors, c'est pas moi qui suis le maître de cérémonie, hein. C'est Curtis. En fait, il a une chaîne YouTube, hein, qui s'appelle l'Epic. J'ai pas le nom en tête, mais en gros, il traite exclusivement. Alors désolé, on a Ah, un invité un petit invité. et qui traite exclusivement de la ligne Epic Collection. Et moi, j'intervenais dans les épisodes liés aux Vengeurs. Alors, c'est que on a traité quatre. Enfin, moi, j'ai participé de quatre. Alors, c'est celui principalement sur le run de Roger Stern, sur les Vengeurs, D'accord. donc l'arc en état de siège, Under Hum, Siege,
Et celui qui vient juste après, Euh, c'était le nom ah, de l'épique, c'est Judgment Day, hein, en anglais. C'est sorti en c'est français ça, mais c'est il y a pas très longtemps. oui, oui, c'est il y a Olympe dedans. Je crois que c'est pas Attaque de l'Olympe ou un truc comme Voilà. ça. L'attaque de Lola. Voilà. Et j'ai participé aussi. Le tout premier Epic Collection qui est sorti, c'était le The Final Trait, en fait, le nom VO. En gros, ça reprenait les épisodes à partir du 150, ça allait jusqu'au 160. Donc, c'est le tout petit run, qui est pas très bon, de Gary Conway sur les Vengeurs et ça enchaînait sur le tout premier run de Jim Shooter. Non, celui-là, il est super sur les Vengeurs. Et le quatrième Epic Collection que j'avais traité, c'était euh, ça s'appelle The Collection Obsession. En fait, c'est le début du run de Bob Harras sur les Vengeurs. Et D'accord. ça, je crois que c'est inédit chez Panini aussi. Non. Bah, de toute façon, là, Et le run de Roger Stern, je crois que commence à peine chez ouais, Panini, en intégrale, ouais. en intégrale, parce qu'on doit être aux 82 ou 83, je crois, et tas de siège, soit c'est 85 ou 86 de mémoire, voire même 86, Ouais, 87. c'est juste avant. Non, je crois que c'est après Secret Wars. Ouais, donc c'est dans ces eaux-là. C'est 86, quelque chose comme ça. Mais, Et alors c'est que moi j'avais dit au maître de cérémonie que malheureusement j'interviendrai pas sur les épisodes de l'âge d'argent des Vengeurs parce que c'est une période qui m'intéressait pas beaucoup. Alors je la relirai un jour, hein, éventuellement. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent m'écouter parler anglais avec un accent un peu bizarre, donc j'ai participé, ouais. Je peux te dire les premiers numéros qu'on a enregistrés quand je l'ai réécouté, je voulais me cacher. Mais j'ai dit, écoute, il y a des gens qui prononcent pire que moi, oui, oui, qui speak English very very well. bizarre. Mais non, parler anglais, c'est I can speak relatively good English. Bon, bon. Oui, Anyway, euh, donc voilà, j'avais participé à ces podcasts-là et j'avais participé à un numéro de Comics Fair tout à fait. Ouais. sur la JSA, quelques one-shots, enfin, quelques numéros piochés de la JSA. Et j'en profite pour faire un peu le lien de comment j'en suis venu à collectionner de la VO. Tu parlais tout à l'heure du prix du Flash Chronicles qui t'avait rebuté pour l'aspect Hum, découverte. Moi, c'était un peu le cas à l'époque où Panini avait sorti peu de temps avant que Panini perde les droits de DC en France. Je crois que c'est 2008 ou 2000. Bon, Panini a perdu les droits de DC en France en 2010, hein, quelque chose comme ça. hum, Et peu de temps auparavant, Panini avait sorti quand ils avaient la licence DC, ils avaient la collection Big Books. C'est ouais, l'équivalent en DC des Marvel Monster Edition. Je crois que les Marvel Monster, ça n'existe plus d'ailleurs. ouais, c'est Et pas plus mal. Mais, c'est que j'ai souvenir d'une collection qui était fourre-tout et ce qu'ils publiaient pas, ouais, ils publiaient dans le Monster. très très cher avec du papier de mauvaise qualité, c'était pas le meilleur. Et d'ailleurs, le Jonah X qui est sorti chez DC, c'était sorti en DC Big Books chez Panini. D'accord. Et encore pas tout, parce que Panini avait perdu les droits. Donc, et Panini avait sorti la JSA de Geoff Jones en Big Books. Il avait sorti deux Big Books et c'était, donc ça publiait du 1 jusqu'au 24 ou 25. D'accord. Et bon, moi, j'entendais, je participais au forum Panini. Beaucoup de gens citent le forum Panini de l'époque, d'ailleurs. Et des recommandations à dire, ah, mais lancez-vous, c'est une super série. Et puis, moi, j'ai dit, bon, bah, écoute, je vais tenter le coup. Et effectivement, c'était une bonne pioche parce que c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. D'ailleurs, j'aurais parlé de trois choses. Si c'était pas le Flash de Messi en Lobes, j'allais parler soit de la JSA de Jones, soit le Iron Man l'omnibus que je vous ai Le montré. Mickey Mini et Letton, ouais. Voilà. Et, et après, j'attendais la suite. Mais la suite n'est jamais venue, en fait, parce que Panini a perdu les droits. Et pour la suite, ben, c'est un peu, vous pouvez toujours vous brosser. Donc, j'ai basculé vers la VO et j'ai principalement acheté de la VO. Donc, à ce moment-là, moi, j'achetais sporadiquement de la VF. Bon, par exemple,
quand Urban avait récupéré les droits de DC en France, quand ils ont sorti Flashpoint en kiosque, bon, j'ai acheté, bon, j'ai voulu soutenir. Mais après, j'achetais très peu de kiosques, surtout des hors-séries ou quand tu avais des mini-séries qui sortaient dans un seul magazine. Et Comixology débarquant, enfin, je découvrais Comixology en fin 2012, j'ai basculé vers le numérique. Donc, on me dira que je suis un salopard et que je ne soutiens pas les éditions imprimées et que j'ai acheté beaucoup de VO. Donc, moi, les éditions en VF, c'est derrière moi. Donc, j'ai basculé de la VO et la JSA de Jones, c'était parmi mes premiers achats VO, en fait. D'accord. J'ai complété en VO. Ça et quoi d'autre? Ouais, je pense Alias de Bendis aussi. À l'époque, c'était en 2008. Je crois les tomes de Marvel Max, je crois ils étaient épuisés Ouais, c'est possible. en l'édition française et il n'y avait pas la réédition en VF. Donc pareil, il avait basculé vers la VO, il avait acheté les tomes en VO. Donc voilà, ma collection VO, elle avait démarré avec la JSA de Jones. Et tous Elle les a TPB, commencé à cause comment dire, de séries qui n'étaient pas suivies et de ruptures. ouais, Comme quoi, tout à fait. Et tu c'est as des pas... séries Et tu as des séries que j'ai pas achetées en français parce qu'en fait, pour moi, c'est sorti trop tard en France, quoi. Alors, je suis un peu médisant. Moi, je suis jamais contre le fait que les lecteurs VF puissent découvrir, par exemple, Animal Man de Morrison et Something de Moore. D'ailleurs, Something de Alan Moore, Panini avait publié le début et ils ont perdu les droits. Donc, la fin, pendant très longtemps, on n'a pas eu la suite. C'est Urban qui a réédité la fin. Ouais, Moi, j'ai basculé en VO, moi, pour la fin. ouais. Ouais, bah oui. Si tu veux, soit tu espères une sortie dans un futur plus ou moins proche, soit ouais, effectivement, si tu as envie de suivre, bah, tu franchis le pas, ouais, je comprends tout à fait. Voilà. Donc moi, dans des choses que je vais dire, je vais pas me faire des amis, mais pas me faire que des amis, mais moi, en fait, j'ai décidé de ne plus dépendre des éditeurs, soit VF ou soit au Brésil, hein, parce qu'au Brésil aussi, c'est Panini qui a les droits de Marvel et DC, et il y a beaucoup de séries qui ne sortent pas, et moi, je suis plus otage du bon vouloir ou des décisions des éditeurs. En fait, moi, Mm. si je peux prendre la VO, je prends la VO. Ah, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un pas à faire qui est pas forcément simple. Voilà. Mais je comprends tout à fait ton point de vue. C'est vrai que quand une fois tu tombes, deux fois tu tombes, la troisième tu dis bah stop. Voilà. Je comprends tout à fait. Ben, je mettrai tout. Je vais essayer de retrouver les liens des émissions que tu as citées pour les mettre, Ouais. en description. Comme ça, voilà. Les plus curieux pourront t'entendre effectivement parler anglais et français sur d'autres podcasts. Et puis je mettrai également le lien du Discord de Comic City où on peut te retrouver. Une nouvelle fois, merci Tommy de t'être rendu disponible. Voilà, pour ça, voilà, là il est encore tôt. Tu vas pouvoir, peut-être aller dîner. Ouais, tout à l'heure, ouais. Et c'était très sympa. Moi, je connaissais pas du tout le Flash, donc merci pour la découverte. Merci. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.